Mon invité ce soir est le professeur Ali Chadli, qui est doyen de la faculté de Monastir. Bienvenue, monsieur le doyen, à cette émission qui vient en marge d'un séminaire formatif de formation des médecins généralistes à Mostaganem. Merci, c'est le doyen. Merci, monsieur le président de la Société algérienne de médecine générale. Merci. La Tunisie, notre pays frère, s'est dotée dernièrement d'une formation spécifique en médecine de famille. Ma question, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement qui a fait qu'il est nécessaire ou il a été établi cette formation? Voilà, alors on va remonter un tout petit peu loin, dans le sens où jusqu'à une date très récente, et depuis la création des facultés de médecine tunisienne, sachant que la première faculté, celle de Tunis, la faculté de médecine de Tunis, a été créée en 1964, les médecins n'avaient pas une formation spécifiquement dédiée à la médecine générale, puisqu'à l'époque on parlait de médecine générale. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on faisait son cursus de médecine dans les facultés, ou à la faculté de médecine de Tunis ou autre, et puis la personne arrivait à la fin de ses études, elle avait le choix soit d'opter vers une spécialité, la cardiologie, la chirurgie, etc., et de passer un concours d'accès à cette spécialité, soit d'aller vers la médecine générale. Alors, le premier constat, c'est qu'il n'y avait pas une formation qui était dédiée, puisque tout le monde avait un tronc commun, un cursus commun, que la personne aille en spécialité ou en médecine générale. 2, il y avait un certain nombre de gens, et ce nombre était important, qui passaient le concours dit de résidenat, concours de spécialité semblable à celui que vous avez en Algérie, et qui malheureusement ne réussissaient pas au bout de 2 ou 3 cartouches. Alors elles se rabattaient à la médecine générale. Et le constat était que ces personnes arrivaient à la médecine générale sans une préparation. Donc ce qu'on appelle, ou ce que appellent certaines personnes, des médecins généralistes par défaut, c'est des gens qui n'ont pas réussi à aller en spécialité et qui tout d'un coup se retrouvent en médecine générale sans préparation et sans une habilitation préalable. Donc, la résultante, c'est que on allait en médecine générale, soit après avoir parcouru un cursus commun avec les gens qui se destinaient à la spécialité, mais sans préparation, soit que ces étudiants voulaient passer le concours, voulaient devenir spécialistes, mais malheureusement, ils ne réussissaient pas, et la voie qu'ils pouvaient emprunter, la seule voie, était pour ces personnes-là, la médecine générale, et le constat faisait que, finalement, ces personnes se retrouvaient en médecine générale, qui malheureusement, malgré toute la grandeur et la noblesse de la discipline, je parle de la médecine générale, accueillait des médecins qui n'ont pas toujours choisi de faire de la médecine générale et n'étaient pas, encore moins, préparés à la faire. Et de là, il y a eu une prise de conscience et évidemment, la réforme a commencé un certain nombre d'années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On a commencé à réfléchir. À l'époque, j'étais pas évidemment doyen de faculté, mais j'ai toujours été dans le groupe interfacultaire de pédagogie pour les réformes. Et donc, finalement, on a pris la décision de mettre sur pied une formation spécifique dédiée à la médecine générale, que nous appellerons par la suite médecine de famille, parce que c'est un choix de la Tunisie, c'est une stratégie adoptée par le gouvernement tunisien et surtout par la conférence des doyens. Et donc nous avons mis en place une formation spécifique. Le résultat va être le suivant. C'est que on va avoir une formation sur les bancs de faculté qui va durer 5 années. Ensuite, on va avoir une année charnière de transition que tout le monde fait. Elle est faite de 3 quadrimestres, c'est une année de tronc commun. Et suite à cette année charnière, les étudiants pouvaient prendre soit la voie des spécialités entre guillemets classiques, le sentier conventionnel que chacun connaît, les spécialités, la cardiologie, la gastro et j'en passe, soit que ces personnes allaient vers une formation spécifique, 2 années complémentaires qui venaient s'ajouter à l'année charnière et ça pouvait constituer un corpus minimal pour une formation spécifique en médecine générale que nous appelons depuis 4 ou 5 années la médecine de famille, puisque c'est une appellation avec un contenu, mais qui ressemble beaucoup à la médecine générale en fait. Laissez-moi dire ça. C'est la médecine générale, mais c'est l'orientation tout petit peu plus nord-américaine que nous avons prise pour parler de médecine de famille. Donc, on a désormais une formation spécifique, et le rationnel, vous comprenez bien, c'est plus une prise de conscience que la formation manquait. Ça ne veut pas dire que la Tunisie formait ou l'Algérie ou le Maroc forment de mauvais médecins généralistes, mais si on peut faire mieux, et si à l'instar d'autres pays, on peut dédier une formation de manière spécifique à ce futur médecin généraliste, médecin de famille, eh bien, évidemment, ce serait bien de le faire. Et, dernier point, n'oubliez pas que nos facultés, en Tunisie, tout comme en Algérie, au Maroc, etc., courent
elles sont en train de cibler l'accréditation internationale. Je rappelle la fameuse date de 2023 où toutes nos facultés doivent être accréditées. Et que veut dire une faculté accréditée? C'est une faculté dont le parcours, le cursus, la formation sont internationalement reconnus, de telle manière qu'une personne diplômée de telle ou telle faculté, la faculté de médecine de Monastir, dont je suis le doyen, par exemple, ou la faculté de médecine de Ouest-Ghanem ou d'Oran ou de Tunis, si elle est accréditée, les personnes graduées de ces facultés pourront aller n'importe où pour continuer leurs études de spécialité et pourront même aller exercer ailleurs. Ce qui n'est pas forcément le cas, vous comprenez bien, par rapport à de nombreuses facultés où on demandera des années d'équivalence, de mise, j'allais dire mise à niveau, pas tout à fait mise à niveau, mais c'est-à-dire si une faculté n'est pas accréditée, on ne peut pas bouger. Ceci n'est pas spécifique du Maghreb. En France, aucune faculté de médecine n'est accréditée. Au risque d'étonner tout le monde. En France, que nous prenons comme modèle, ça ne veut pas dire que les Français forment de mauvais médecins. Ils ont été à l'origine de la formation de nombreux de nos éminents médecins, de nombreux professeurs, etc. Mais les facultés ne sont pas accréditées. Et la conséquence, c'est que si un médecin français part aux États-Unis ou au Canada, il devra évidemment se former pendant 3 à 4 années pour avoir cette équivalence, cette espèce d'habilitation. C'est la fameuse accréditation qui montre notre faculté. Donc, tel est le rationnel de toute cette réforme. Et, bien sûr, la finalité, enfin, le but ultime, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Autant qu'on faire se peut. Si je peux mieux former mon médecin de famille, mon médecin généraliste, pourquoi ne pas entreprendre les réformes qu'il faut pour offrir aux citoyens algériens, aux citoyens marocains, aux citoyens tunisiens, la meilleure médecine et les meilleurs médecins qui puisse être. Voilà. Donc, il va y avoir en Tunisie des médecins de famille universitaires et il existe des médecins généralistes qui exercent déjà. Quelle est la solution pour avoir les mêmes spécialistes de soins primaires? Voilà. Alors, tout d'abord, sachant que le cursus de médecine de famille a déjà démarré. Par exemple, dans ma faculté, maintenant, j'ai la 2e promotion de médecin de famille qui va sortir. Alors, entre-temps, il y a, par exemple, 7000 médecins à peu près qui exercent, qui sont dans le pipe et exercent en Tunisie, ils sont médecins généralistes. Ils n'ont pas le label, ils n'ont pas l'appellation médecin de famille. Alors, arriver à la médecine de famille va se faire soit par la voie académique, et c'est le cas des étudiants actuellement inscrits dans nos facultés de médecine telles que la mienne, et pour les médecins qui sont sur le terrain, ils sont en exercice, on a prévu des séances de DPC, une activité, un programme de développement professionnel continu, de manière qu'au bout d'une certaine date, au bout d'un certain délai de formation, ces médecins vont être reconnus ipso facto médecins de famille. Évidemment, il est clair qu'un médecin qui a 15 années de médecine générale, qui a 5 années, qui a 10 ans, qui a 20 ans, parfois même 30 ans, on va pas lui dire, écoutez, vous revenez à la faculté de médecine pour refaire vos études, ou alors faire un diplôme, un master ou un CEC. Les CEC, c'est des diplômes, certificats d'études complémentaires, qui sont équivalents de master, et c'est ce qu'on fait en Tunisie. On va pas les appeler, on va pas les ramener à la faculté. Ayant une forte expérience en termes d'expertise technique en tant que médecin de famille, en tant que médecin généraliste, on va juste apporter un complément de formation qu'on appellera DPC, développement professionnel continu, pour faire d'eux les médecins de famille, pour qu'il y ait une reconnaissance. C'est important par rapport à nous, parce que les textes en Tunisie parlent maintenant de médecins de famille. La CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, parle de médecins de famille, de médecins agréés. Elle ne parle plus de médecins généralistes. Ça ne veut pas dire qu'elle élimine les médecins généralistes, mais tant que les textes parlent de médecins de famille, c'est nos collègues, nos confrères médecins généralistes cherchent à être en adéquation, en synchronisme avec les textes, parce qu'évidemment, si par exemple un médecin généraliste regarde un texte et qui voit que c'est écrit médecin généraliste et que c'est le médecin de famille qui est accepté et alors que lui, médecin généraliste, il va venir nous dire, est-ce que je risque pas d'être éliminé? Je ne peux pas être médecin agréé, je ne peux pas être médecin conseil, sachez que je ne suis pas médecin famille. Alors la règle, quand une loi est promulguée, et qu'elle est mise en application, elle ne doit pas léser les gens qui sont déjà sur le terrain. Et donc, la conférence des doyens, les facultés, les 2 ministères, santé, enseignement supérieur, évidemment, ont prévu un programme de DPC afin d'attribuer le titre de médecin de famille suite à cette formation de DPC, dans le programme étant en cours de construction, avec évidemment une durée de formation et l'arrière d'elle. Voilà. Si j'ai bien compris, le DPC en Tunisie, pour arriver à la médecine de famille, est établi par la faculté de médecine. Par les facultés de médecine, bien sûr, c'est l'instance académique. Personne d'autre ne peut faire une formation. Vous savez, même aux États-Unis, nous avons un certain nombre de partenaires. Il y a un certain nombre de partenaires. Les boards, aux États-Unis, les boards, l'équivalent des collèges, etc., établissent les référentiels professionnels avec les sociétés savantes. Mais c'est l'académie et l'université qui a la main haute sur la formation. Pourquoi? Parce que l'université et l'académie est
maintenu loin de tout conflit d'intérêts, loin de tout lien d'intérêt. Et donc, la formation doit être l'apanage de l'université, de l'académie. Et mon souhait, c'est de voir, je me permets très amicalement, je me considère dans mon pays, de voir les facultés de médecine algériennes, l'université algérienne, évidemment intégrer dans son activité la formation continue parce qu'elle est la garante de la qualité de la formation continue, de son indépendance. Et les sociétés savantes, l'ordre des médecins, les collèges professionnels sont demandeurs que cette formation se fasse par les facultés. Maintenant, vous allez me dire, quel est alors le rôle des sociétés savantes, les associations, l'ordre des médecins, les collèges de médecine de famille, le collège de cardiologie? Eux, ils établissent les référentiels. Les référentiels sont établis par la communauté professionnels de la discipline. C'est les cardiologues, c'est les médecins de famille qui vont se mettre ensemble pour dire, écoutez, faculté de médecine, doyen, conférence des doyens, écoutez, voilà, nos référentiels sont les suivants, c'est nous qui allons vous les donner, je n'ai pas dit imposer, vous les donner, vous allez les transformer, en faire une conversion pédagogique pour évidemment, mettre sur pied des activités d'apprentissage, et c'est l'université, la faculté, qui doit être dispensatrice de la formation et qui doit évaluer ses apprenants en DPC conformément au référentiel établi par l'école. Et ça, c'est les standards internationaux pour l'accréditation. Alors maintenant, évidemment, parfois, on voit des sociétés savantes qui forment et qui attribuent des diplômes, des formations, etc. Évidemment, vous comprenez bien que ce n'est pas reconnu. La preuve, aller valider un diplôme donné par une société savante auprès d'un ministère, il ne le fera pas si ce n'est pas contre-validé ou validé par l'université. Mais il faut que nous arrivions à ça. Vous êtes à Mostaganem par l'invitation de la Société algérienne de médecine générale qui a demandé à la faculté de médecine de Monastir de former des formateurs en médecine générale, médecine de famille. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails sur cette formation? Voilà. Alors, quelle est le rationnel de la chose? Demain, nos facultés, puisque nous nous sommes proposés en Tunisie et probablement au Maroc ou en Algérie, de former des médecins de famille. Vous savez très bien, si on veut former un forgeron, on confiera cet apprenti forgeron à un forgeron. Si on veut former des médecins de famille, il va falloir impliquer le médecin de famille dans la formation de ce futur médecin de famille. Moi, je suis doyen de faculté, je suis professeur hospitalier universitaire, je suis spécialiste, mais ça, c'est un credo de doyen, pédagogiquement parlant. Alors donc, les facultés de médecine, et la mienne notamment, nous avons adopté la stratégie de former des médecins généralistes et des médecins de famille. À la formation, nous voulons en faire des formateurs en médecine de famille. Il est clair que si je prenais un médecin de famille qui a 5 ans ou 10 ans ou 15 années de métier, ce n'est pas à moi de lui apprendre comment examiner un malade. Il sait le faire mieux que moi. Il sait le faire même à la limite, par rapport à la médecine de famille, mieux que le professeur de chirurgie ou professeur de gastro ou que sais-je. Par contre, qu'est-ce qui manque? Ce médecin généraliste ou un médecin de famille, c'est la compétence pédagogique. C'est pas la compétence technique. La compétence technique, il n'a rien à se reprocher. C'est un médecin généraliste, un médecin de famille qui a 10 ans de métier. Aucun problème de ce côté. Mais par contre, c'est la compétence pédagogique. Alors, nous avons démarré, comme vous le savez, à Monastir, depuis 4 années, une formation de formateurs en pédagogie. Nous avons pris des médecins généralistes et des médecins de famille, les médecins généralistes et des médecins qui ne sont pas encore diplômés ou reconnus comme médecins de famille, auxquels nous avons administrer un programme d'une année de formation pédagogique dans le cadre du CEC de pédagogie, un certificat d'études complémentaires, afin de leur donner la compétence pédagogique qui est un complément obligatoire à la compétence technique de fond, c'est-à-dire compétence en tant que médecin de famille. Évidemment, et cette formation qui dure une année est sanctionnée par des examens écrits, des examens pratiques, parce que le pédagogue, c'est avant tout un praticien, c'est quelqu'un qui sait animer des séances d'apprentissage du raisonnement clinique, qui sait tutorer un étudiant par rapport à son curriculum, je ne sais pas, en termes de stage, en termes de, etc. Et puis alors, il y a des examens pratiques et des examens théoriques, comme puis la soutenance de la mémoire, un travail de recherche. Alors évidemment, ce projet, nous l'avons extrapolé par rapport à l'Algérie, puisque nous avons un groupe, et c'est votre association qui comporte un groupe de médecins très dynamiques, très enthousiastes, très motivés, pour que demain, il soit formateur de futurs médecins, que ce soit médecin généraliste ou médecin de famille, ça importe peu. Et évidemment, donc, je suis là sur l'invitation de la Société algérienne de médecine de famille, puisque nous avons démarré, ça fait 1 mois,
Et ça a démarré à Monastir, puisque des médecins généralistes de la Société algérienne de médecine générale sont venus à Monastir, se sont inscrits à ce CEC, certificat d'études complémentaires, qui est l'équivalent tunisien du master. Chaque pays a ses appellations. En Algérie, on a une autre appellation. Et donc, ils ont démarré cette formation. Et je suis ici dans le cadre du deuxième module de formation, puisqu'on a parlé aujourd'hui du carnet de stage, comment gérer un carnet de stage, un portfolio de stage, comment évaluer les compétences pratiques du futur médecin de famille, médecin généraliste, etc. Et je me réjouis, bien sûr, d'être parmi vous pour assurer au mieux cette formation et pour former des formateurs. Et puis, avoir ces formateurs, moi, je suis convaincu que demain, ils vont trouver leur place dans l'échiquier de la formation du futur médecin généraliste ou médecin famille. Au contraire, ils vont rendre de fiers services parce que, laissez-moi le dire, je suis doyen, je suis professeur hospitalier universitaire, je suis spécialiste, etc. Mais mon credo profond, c'est que la formation de futur médecin généraliste ou médecin de famille, quelle que soit l'appellation qui sera adoptée en Algérie, ne peut être confiée qu'à des médecins généralistes ou médecins de famille. C'est des pairs, c'est des semblables, c'est des, laissez-moi dire, c'est des gens de la même discipline qui doivent s'impliquer dans la formation de ces médecins généralistes, médecins de famille. Vous allez me dire, mais alors le cardiologue, le pneumologue, le gastroentérologue ne va plus avoir sa place dans la... Si, il va avoir par rapport à certaines compétences qui sont dites génériques ou spécifiques à minima destinées aux médecins de famille. Mais le coordinateur, le véritable coordinateur de la formation des futurs médecins de famille, ou le médecin généraliste, ce sera le médecin de famille lui-même et le médecin généraliste évidemment lui. Laissez-moi finir en disant que en France, aux États-Unis, au Canada, c'est des médecins de famille, c'est des médecins généralistes qui assurent la formation de ces médecins, des futurs médecins de famille et des médecins généralistes. Évidemment, en coordonnant avec les facultés, et ces médecins généralistes et des médecins de famille ont été intégrés dans les facultés de médecine en tant que professeurs associés, en tant que MSU, maître de stage universitaire, et il y en a même qui sont devenus professeurs titulaires Saint-Pays au Canada. Laissez-moi vous dire que le doyen de la faculté de médecine de Laval, c'est un médecin de famille. Il n'est pas professeur hospitalier universitaire d'une spécialité donnée, c'est-à-dire que une spécialité dite d'organes. Il est médecin de famille et il est devenu doyen, c'est pour vous dire, tellement il y a une ouverture d'esprit et évidemment le véritable besoin par rapport aux médecins généralistes, médecins de famille, pour qu'ils soient intégrés dans les facs de médecine, pour qu'ils participent à la véritable formation des médecins de famille. Il est clair que le médecin de famille doit être confié dans le cadre d'un département de médecine générale de médecine de famille, à créer dans les facultés de médecine algérienne, à l'instar de ce qui a été créé, ça fait 5 ou 6 ans, d'une manière officielle, puisque le texte remonte à 2011, officiellement, mais évidemment, ce projet faisait son petit bonhomme de chemin depuis une quinzaine d'années en Tunisie. On a des départements. À Monastir, on a été pionnier, ainsi qu'à Sousse, on a commencé ce projet depuis 30 ans. Vous allez me dire, ça fait vieux, c'est vrai, on a commencé tôt parce que on a pris d'emblée le modèle canadien que nous avons calqué, que nous avons extrapolé sur nos facultés, que ce soit à Monastir ou à Sousse. Voilà. Professeur Sedli, je vous remercie pour cette interview. Tout le plaisir a été pour moi. Merci pour l'invitation.